libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bien, donc nous sommes en direct des studios de RDI. Luc Germain est confiné chez lui, donc il le fait en direct de chez lui. Et on reçoit Madame Clara Debord. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Madame Clara Debord. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de l'ARS, l'Agence régionale de santé de la Guyane. Alors, première question, je vous propose de faire un point immédiatement sur l'état de la situation du coronavirus en Guyane. À combien de patients sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons déclaré un total depuis le début de l'épidémie de 55 patients hier en fin d'après-midi, mais hélas, un 56e a dû être déclaré hier soir. Une personne qui est hospitalisée en réanimation et qui donc amène à 56 personnes au total depuis le début de l'épidémie. Évidemment, un grand nombre de personnes sont déjà guéries. Bien, combien de personnes sont en réanimation sur ces Une 57 Une seule depuis hier soir. Et contrairement à ce qui a été dit dans la presse, ça n'est pas un professionnel de santé. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de décès à ce jour en Guyane ? Pas de décès Covid en Guyane. La personne qui est décédée il y a quelques jours, pour lequel un test Covid a été effectué, ce test est revenu négatif. Alors, l'âge des patients, il se répartit un peu comme en métropole, mais on va dire qu'il y a une fourchette entre 15 et 64 ans. Vous confirmez qu'il y a des patients qui ont 15 ans ou peut-être moins, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Néanmoins, dès les premiers cas, vous vous souvenez, on avait signalé 5 cas à Saint-Laurent, les tout premiers qui venaient du rassemblement de Mulhouse et qui avaient donné lieu à un cas secondaire, un jeune garçon, mais qui était un cas tout à fait peu grave, puisque les enfants peuvent être touchés, mais dans l'immense majorité des cas, ils font des formes très peu graves. Donc en Guyane comme ailleurs. D'accord. L'ARS a pour mission d'anticiper, de gérer les crises sanitaires, donc on est en plein au cœur de votre mission. Sur le plan de la prévention, on va commencer par la porte d'entrée, c'est l'aéroport. Y a-t-il un dispositif qui permette d'identifier ou de localiser les patients, les éventuels patients atteints du coronavirus à Félix-Éboué ? Alors déjà, nous avons très fortement réduit le flux entrant. C'est une mesure qui est intéressante pour ralentir l'arrivée de l'épidémie, la repousser dans le temps et nous donner un peu plus de temps pour nous préparer et donner du temps aux chercheurs pour trouver des médicaments. Ça n'est pas une mesure qui a vocation à durer éternellement, puisque nous avons de toute façon besoin d'échanger avec le reste du monde. C'est une mesure qui est mise en place pour retarder l'arrivée de l'épidémie. Donc c'est important et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons besoin de continuer à échanger du fret, mais même des personnes. Par contre, ces personnes, vous le savez, elles sont mises en quatorzaine quand elles arrivent sur le territoire de la Guyane. Et si jamais elles ont une activité essentielle à la crise, comme par exemple les personnels soignants, ils sont autorisés à travailler, mais avec un masque et dans le respect des règles d'hygiène qu'ils connaissent bien, puisque ce sont des professionnels de santé, donc c'est leur métier, mais ces mesures sont d'ailleurs rappelées. Et à ce jour, nous n'avons eu aucun cas secondaire venant d'un professionnel de santé que nous aurions laissé travailler. Donc c'est vraiment important, on a quand même des gens dont c'est le métier, l'hygiène. Depuis quelque temps, depuis une quinzaine de jours, je crois, les mesures à l'aéroport se sont renforcées. Alors déjà, les personnes, j'allais dire les patients, les passagers, avant de quitter Paris, par exemple, reçoivent des messages, notamment grâce à l'aide des compagnies aériennes, des messages vraiment très, très explicites. Il y a aussi des messages en vol, et puis les personnes sont accueillies à l'arrivée par des associations qui ont été vraiment formées et qui sont très, très compétentes et que je remercie 1000 fois, et qui prennent chaque passager donc on fait sortir les passagers au compte-gouttes des avions pour pouvoir remplir un questionnaire très précis qui déjà d'une s'assure que le voyage en question est absolument essentiel
recueillir les questions, les conditions voilà, d'hébergement, par exemple, en Guyane. Et nous allons très probablement renforcer encore ce dispositif. Donc il s'agit bien, excusez-moi, mais pour rester sur le sujet, il s'agit bien de communication. Autrement dit, il n'y a pas de dispositif, pas de température, pas de test mis en place à l'aéroport. Alors, la température n'est pas un test fiable à 100%, loin s'en faut, pour repérer toutes les personnes contaminées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France n'a pas recommandé de mettre en place des tests de température aux arrivées des aéroports. C'est confirmé par la communauté médicale, ce que vous Mais venez bien m'indiquer. entendu, ce que je suis en train de vous dire, je suis l'autorité sanitaire, hein, parce que je sais que vous vous posez la question de à quoi sert l'ARS. L'ARS, c'est l'autorité sanitaire, donc c'est l'ARS qui dit le droit sanitaire en s'appuyant bien entendu sur toutes les expertises, mais à un moment donné en décidant. Donc la température, la prise de température n'est pas un dispositif fiable, parce que d'une part, vous ne repérez pas les personnes qui sont en incubation, c'est-à-dire qui sont contaminées mais qui ne sont pas encore symptomatiques, et vous ne repérez pas les personnes qui ont des formes faiblement symptomatiques avec très peu de température, vous ne repérez pas les personnes qui ont des symptômes, mais ces symptômes sont masqués par la prise de paracétamol. Par exemple, la personne elle a mal à la tête et tout ça, elle a pris du paracétamol et du coup, sa température redevient normale, même si elle... Donc vous ne reconnaissez que les cas avérés relativement sérieux alors? C'est-à-dire que la température n'est pas un moyen fiable de discriminer les personnes qui sont à coup sûr non contaminées, non contagieuses, et à coup sûr les personnes contaminées et contagieuses. C'est un ensemble de mesures. Une seule mesure ne suffit pas, sinon bien sûr on l'aurait mise en place. De même que le test nasopharyngé, c'est-à-dire le prélèvement dans le nez, on va avec un grand coton-tige chercher des virus dans le nez, est aussi intéressant pour savoir si oui ou non il y a des virus retrouvés dans le nez, mais ça ne signe pas ni le fait que la personne soit, surtout si le test est négatif, ça ne prouve pas, si on ne trouve pas de virus dans le nez, ça ne prouve pas que le patient n'a pas été contaminé, et ça ne prouve pas non plus qu'il n'est pas contagieux. Donc si on fait des tests de n'importe quelle façon, on va rassurer à tort des gens. On va leur dire vous êtes négatif et ils vont aller se balader dans la nature et croiser un tas de personnes en pensant qu'ils ne sont pas contagieux, alors que si. Donc il ne faut pas faire des tests n'importe comment parce que ça peut être pire que de ne pas connaître son statut sérologique. Donc il vaut mieux, quand on revient de métropole, se considérer comme potentiellement vecteur et être en quatorzaine qu'on soit ou qu'on ne soit pas porteur. Vous évoquez les tests et notamment l'UTG met en cause l'ARS au motif que la Guyane disposerait de 11 000 tests et qu'elle ne les destinerait pas aux personnels les plus exposés. Est-ce que, d'abord, y a-t-il en Guyane 11 000 tests disponibles, entreposés quelque part? Et si oui, qu'en fait-on? Alors, les tests, c'est à la fois des écouvillons, à la fois des milieux de transport et à la fois des réactifs. Donc, il n'y a pas un test, c'est pas un patch ou quelque chose, c'est un ensemble de matériel. Des matériels sont différents selon les automates, selon les machines utilisées dans les différents laboratoires, ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une question qui est un peu plus compliquée que simplement il y en a ou il n'y en a pas. Il y a des consommables. Et sur ces consommables, il y a des tensions d'approvisionnement dans le monde. Pour ce qui est des réactifs, nous avons, l'Institut Pasteur a récemment en effet obtenu, parce qu'ils ont fait une grosse commande grâce à l'appui financier de l'ARS, ils ont pu obtenir l'arrivée de 11 000 réactifs. Donc en effet, au niveau des réactifs, on n'est pas en tension. Au niveau des écouvillons, c'est plus compliqué. Il n'en demeure pas moins que la stratégie de test, c'est moi qui la décide. En fonction des analyses d'experts, les experts me recommandent de ne pas tester les personnes qui n'ont pas de symptômes, car le risque de les rassurer à tort est grand. Et donc, je m'appuie sur ces expertises scientifiques et j'ai décidé de ne pas tester les personnes qui n'ont pas de symptômes pour ne pas les rassurer à tort. Par contre, j'ai donné des consignes très claires et par écrit au centre 15 pour qu'ils intègrent dans leur analyse médicale, parce que ce sont des médecins qui doivent continuer à décider à tout moment de ces questions,
faut qu'ils intègrent dans leurs analyses médicales le fait que le personnel symptomatique qui les appellerait, parce qu'ils auraient un état fiévreux par exemple, sont-ils ou non des personnels soignants ou des personnels au contact du public. S'ils ont un moindre doute, les médecins au téléphone du 15, ils doivent demander à la personne quel est votre métier, etc. Et si le métier est très exposé au public, même si c'est très probablement pas un Covid, il faut quand même qu'ils orientent vers la démarche de test. Alors, la plupart des pays, affinent leurs outils statistiques pour essayer d'évaluer le public des personnes les plus exposées. Avez-vous une idée du nombre de personnes exposées en Guyane? Alors, quand je parle des personnes exposées, je parle du personnel soignant, et le personnel soignant en direct, le personnel soignant en externe, en libéral, etc. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cette population? Ce virus est très contagieux et toute la population est très exposée, par principe. Donc, ça fait 300 000 personnes en Guyane sont exposées. Ensuite, il y a des personnes qui sont à risque élevé et d'autres qui ne sont pas à risque élevé. Par exemple, les enfants ne sont pas à risque élevé de tomber gravement malades. Par contre, ils sont à risque élevé de transmission. C'est pourquoi les écoles ont été fermées très tôt. Les personnes âgées ne sont pas à risque de transmission parce qu'en général, elles voient moins de monde que les enfants, mais elles ont un risque très élevé pour elles-mêmes. Donc déjà, exposées, ça veut dire exposées pour qui, pourquoi? Parce que ce n'est pas juste est-ce que moi je risque de tomber malade gravement, c'est est-ce que je risque de tomber malade gravement d'une part et est-ce que je risque de transmettre la maladie à des personnes fragiles d'autre part. Donc l'analyse du risque, elle doit être un peu détaillée. C'est une maladie très contagieuse, on le voit. Pour le moment, la population générale du monde entier n'est pas immunisée contre ce virus. Il y a des personnes qui ont des symptômes plus faibles que d'autres et on n'arrive pas encore à trop comprendre pourquoi. On sait que par contre, quand on a des comorbidités, si on a du diabète, si on est en obésité, si on a des problèmes cardiaques, on a un risque supérieur d'avoir une forme grave, ça on le sait. Mais des gens qui ont des formes pas très graves, on ne sait pas encore trop pourquoi. Mais de façon générale, tout le monde est exposé à ce virus, c'est bien le problème. Entendu. Le virus, oui. il est très peu grave la plupart du temps, mais comme il touche beaucoup de monde, il surcharge le système de santé. Alors, vous évoquez... Très bien, merci. Vous évoquez une communauté, enfin, je ne sais pas, pas la passer une communauté, un groupe d'experts. Alors, on a un groupe d'experts national. Si je vous ai bien comprise, en fait, vous indiquez qu'il y a un groupe d'experts locaux. Alors, qui sont-ils et quelle est leur autorité ou leur légitimité? Alors, selon les sujets, nous avons différents types d'experts, puisque ça dépend. Si on a besoin d'un expert logistique, on ne va pas prendre pour ça un médecin. Donc, on va, par exemple, demander l'appui sur l'expertise logistique des forces armées de Guyane qui nous aident. Si c'est sur l'infectiologie, on va demander au professeur d'infectiologie, le professeur Jossou. Si c'est une expertise en biologie, on va demander aux biologistes de l'Institut Pasteur. On a de la chance en Guyane parce qu'on a d'excellents experts. Vous savez que la Guyane, c'est un territoire très, très attractif pour les infectiologues depuis très longtemps et on a un niveau en matière d'infectiologie bien meilleur, j'ose le dire, et de biologie, puisqu'on a le Centre national de ressources de ces types d'infections qui est justement l'Institut Pasteur de Guyane. Donc, on a un avantage par rapport à d'autres territoires de France d'avoir d'excellents experts en infectiologie et en santé publique. On a aussi le professeur Naché, par exemple, qui est très connu, très reconnu en France entière sur la santé publique. Alors, dans le registre de la prévention, je souhaite qu'on aille un petit peu plus loin, notamment sur les masques. Vous savez qu'arrivent aujourd'hui, sont arrivés, d'ailleurs, c'est arrivé cette nuit, des avions cargo qui viennent, certains de Chine notamment, et qui ont à leur bord plusieurs millions de masques. Alors, y a-t-il une navette prévue pour la Guyane et si oui, êtes-vous informé et de combien de masques éventuellement? Les avions cargo arrivent en effet à Paris. Les masques sont envoyés au stock national, au stock stratégique national. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. C'est très impressionnant, c'est des étages entiers de rayonnage et c'est des millions de masques qui peuvent être stockés. Et c'est ce stock national que j'active personnellement lorsque j'ai besoin de remonter les stocks de la Guyane. Donc, je suis en contact
quotidien et direct avec les autorités qui nous débloquent les masques qui nous sont envoyés par avion sans difficulté. Avez-vous un chiffre, Madame Debord? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de masques, et sont-ils, oui ou non, en cours d'acheminement, ou sont-ils toujours dans les hangars de transit? Nous avons actuellement 350 000 masques en Guyane. Donc, nous n'avons pas besoin de masques en cours d'acheminement. Nous avons eu des grosses livraisons la semaine dernière, la semaine précédente. On fait de la gestion de stock normale et on a un très gros stock en Guyane. 350 000 masques, c'est pas rien. Alors, on vous a perdu, Madame Debord, on vous a perdu. Voilà. Je n'ai plus Madame Debord. C'est bon. Vous m'entendez? Ah non, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime collatérale. Merci. Oui, alors pourquoi, on ne comprend pas, alors peut-être la situation a-t-elle changé, mais pourquoi est-ce que plusieurs associations se sont plaintes de ce qu'elles n'avaient pas, et j'en connais moi personnellement, donc je peux vous indiquer que je connais des infirmières libérales qui ne disposent pas de masques aujourd'hui pour se protéger. Comment se fait-il, 350 000 masques disponibles, comment se fait-il que ces personnes qui font partie des personnes les plus exposées ne soient pas équipées? Il y a, les masques sont d'une part bien réservés aux professionnels de santé, les masques du stock stratégique national dont on parle. Donc, ils ne sont par exemple pas accessibles à des associations ou à des agents publics qui ne seraient pas professionnels de santé. Les infirmières libérales. J'arrive. Je précise d'abord, merci de me laisser préciser, Je vous en prie. que les masques ne sont pas destinés, c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'il faut les distribuer à celui qui demande. Non, ce sont des masques gratuits qui sont achetés par l'État pour les professionnels de santé. Ils sont ensuite distribués selon certaines doctrines de distribution qui évoluent selon la situation épidémiologique. Et donc, au début de la situation de la Guyane, qui était une situation très calme, ils étaient distribués de façon très limitée aux professionnels les plus à risque de contacter le premier patient qui arriverait en Guyane. Et puis, au fur et à mesure que le risque, la situation épidémique avance, alors j'élargis les dotations et j'accorde, c'est pas moi qui donne, j'accorde des dotations à de plus en plus de professionnels et j'ai ainsi, en début de semaine, annoncé à l'ensemble des professionnels libéraux qu'ils allaient être dotés de dotations plus importantes que les semaines précédentes et les acheminements sont en cours. Les professionnels se sont abonnés à des pharmacies pour pouvoir obtenir leur dotation. Donc ça s'installe progressivement comme ça doit s'installer. Bien, toujours sur la question de la prévention, il y a quand même deux problèmes majeurs en Guyane. Ce sont les zones d'habitat insalubre et ce sont également les habitats dispersés au bord des fleuves. Pour les zones d'habitat insalubre, on peut considérer qu'il s'agit d'une menace potentielle de reprise du coronavirus dans la perspective d'une éventuelle levée progressive du confinement. Mais on a l'impression, pour céder une tentation de la presse nationale, de dire que ce sont un peu des bombes à retardement. Alors dites-moi, avez-vous imaginé ou peut-on imaginer un dispositif particulier pour ces zones qui sont nombreuses autour de Cayenne, mais dans la plupart des communes de Guyane? Toutes les zones à densité forte de population sont des zones dans lesquelles le virus peut plus facilement circuler, que ce soit dans un immeuble parisien ou que ce soit dans une zone d'habitat spontané. Ça n'est pas tant la forme de l'habitat que la concentration de population et le respect, la capacité ou pas à respecter des gestes barrières. On sait que le virus circule plus dans des villes, par exemple, que dans les campagnes, puisque le virus a besoin d'êtres humains pour circuler. Le fait est que les mesures barrières sont plus difficiles à appliquer dans des zones dans lesquelles, par exemple, on a un accès difficile à l'eau et au savon. C'est la raison pour laquelle, avec les services de l'État, la FGDE, etc., il y a de gros efforts qui sont en cours, pilotés vraiment par les services de l'État et le préfet, pour permettre à ces populations d'accéder à davantage de points d'eau. Et l'ARS a acheté des quantités importantes de savon pour faire des dons de savon pour que ces personnes puissent elles aussi appliquer les mesures barrières. Mais en effet, tout rassemblement de population, c'est-à-dire pour ça qu'on a interdit les rassemblements de population très tôt, que le préfet a imposé un couvre-feu, tout ce qui est rassemblement de population, comme ça se transmet d'un homme à un autre, ou d'un être humain à un autre être humain, de fait, ce sont les endroits où la transmission se fait plus facilement.
Alors, est-ce que ce comité d'experts que vous avez évoqué tout à l'heure est en mesure, est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il suit en fait l'évolution de la situation, en sachant très bien que là, on a vraiment des menaces potentielles, et pour vous faire état d'une opinion générale, on n'a pas le sentiment que les conditions soient réunies, et on comprend, la responsabilité est partagée, mais que les conditions ne soient pas réunies pour garantir une salubrité, en tout cas une sécurisation de ces zones à l'égard du coronavirus. Alors, est-ce que ce comité d'experts vous a donné une feuille de route avec un certain nombre de critères qui permettraient d'évaluer la situation? Alors, pas encore, parce que ces questions, elles se posent même au niveau national. C'est-à-dire, à quel moment, par exemple, et dans quelles conditions on ferait un déconfinement. Vous avez peut-être entendu, le Premier ministre en a parlé, je crois que c'était hier. Hier. C'est des questions qui sont très compliquées, parce qu'en effet, on veut tous éviter un rebond. C'est-à-dire, si on réouvre d'un seul coup, on peut se dire que tout d'un coup se remettent à circuler des gens, et donc des virus. Les gens se remettent à travailler, à prendre le métro s'ils sont à Paris. Et même si la situation s'était calmée dans les réanimations, de fait, 15 jours après, on a de nouveau une flambée. Donc c'est très délicat. On n'a pas encore le mode d'emploi général, ni France ni monde, parce que d'ailleurs, comme l'a dit le Premier ministre et le directeur général de la Santé, c'est une question qui se pose au niveau mondial. Donc, avec nos experts, nous lisons tout ce qui sort là-dessus pour pouvoir, le plus rapidement possible, commencer à définir une stratégie sur ce sujet. À propos des médecins cubains et du personnel de santé, on est toujours un peu dans la prévention, on va passer au traitement bien entendu, mais à propos des médecins cubains, quelles sont les prescriptions ou les préconisations de l'ARS et du comité d'experts que vous avez mis en place, ARS Guyane bien entendu? Sur la question du recrutement de médecins, parce qu'il n'y a pas un sujet médecin cubain, il y en a un, c'est un sujet politique. Recrutement de médecins diplômés hors Union européenne, qu'ils soient de Cuba, d'Haïti, du Bénin ou du Mexique, c'est le même sujet, c'est le sujet de recrutement de médecins qui ne sont pas diplômés en Europe. Nous avons la possibilité de recruter de tels médecins depuis 2005 en Guyane. Il n'y a pas de nouveau sujet. Simplement, le seul nouveau sujet, c'est que ce dispositif vient d'être étendu aux Antilles. Les Antilles n'avaient pas le droit de recruter des médecins diplômés hors Union européenne, alors que la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon avaient le droit depuis 2005. Et donc, depuis le décret qui est sorti hier, je crois, les Antilles peuvent, à leur tour, recruter des médecins diplômés hors Union européenne. Grâce à ce décret, la Guyane peut néanmoins aujourd'hui recruter des dentistes, des sages-femmes qui sont diplômés hors Union européenne, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Donc pour la Guyane, le seul événement nouveau, c'est l'élargissement du nombre de professions qui peuvent bénéficier de ce système. Bien, alors combien de... J'ai signé hier de nombreuses autorisations de recrutement de médecins à diplôme étranger qui m'étaient transmises par les établissements de santé, comme je le fais tous les mois. À propos du coronavirus, on cherche effectivement des médecins. Alors, on va en parler. On peut peut-être parler, avant de parler des médecins, on peut parler peut-être des équipements. Alors, combien d'établissements sont équipés en lits de réanimation, puisque votre rôle est aussi d'anticiper les crises et d'anticiper l'évolution de ces crises? Combien d'établissements sont équipés en lits de réanimation? Et combien de personnels sont affectés à ces équipements? Le coronavirus nécessite 2 types ou 3 types de prise en charge. La plus fréquente, c'est une prise en charge à domicile. Et nous allons mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, là-dessus, parce que pour beaucoup de situations, pour la majorité des situations, 80% à peu près des situations, c'est possible. Donc, nous allons favoriser la prise en charge à domicile avec éventuellement téléconsultation et télésuivi si le patient a le moindre doute. Dans 20% des cas, il faut une hospitalisation. La plupart du temps, ça n'est pas en réanimation, c'est du service de médecine. Et là, tous les hôpitaux de Guyane sont habilités à recevoir dans leur lit de médecine des patients Covid non réanimatoires, mais aussi des femmes qui accoucheraient, par exemple, et qui auraient un Covid. Parce qu'on ne vient pas forcément à l'hôpital pour un Covid. On peut aller à l'hôpital pour autre chose et avoir un Covid. Dans un nombre très limité de cas, à peu près 5% des cas Covid ont besoin de soins en réanimation pendant 15 jours ou 3 semaines. Ce sont des soins très lourds,
avec une surveillance continue, avec des seringues électriques, avec des produits, des drogues, parfois avec un coma artificiel, parfois avec un tuyau dans la bouche pour respirer. Donc ce sont des soins extrêmement lourds, heureusement rares, mais si beaucoup de monde sont touchés, ça fait beaucoup de monde en réanimation. Avant la crise Covid, seul l'hôpital de Cayenne était habilité à faire de la réanimation pour un nombre de lits de 11 lits, parfois montés à 13. Ils sont allés jusqu'à une vingtaine de patients quand ils avaient vraiment beaucoup de monde et du mal à faire sortir des malades qui étaient stabilisés mais encore très fragiles. Mais en somme, la capacité officielle, c'était 11 lits. Là, nous pouvons, dès aujourd'hui, dès demain, si nous avions beaucoup de malades d'un seul coup, ce qui serait très étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir comme en métropole, le nombre de malades qui va augmenter progressivement de jour en jour. On ne les arrive pas tous le même jour, mais ils pourraient arriver tous le même jour. Nous aurions la capacité aujourd'hui à hospitaliser en lit de réanimation une quarantaine de patients au total sur la Guyane, avec en gros une dizaine, un peu plus d'une dizaine au CHOG et une trentaine au char. Ça, c'est le premier palier. C'est le palier, qu'on appelait nous le palier numéro 1, c'est est-ce qu'on est capable d'absorber 40 patients réanimatoires alors que habituellement c'est entre 10 et 15 malades. Donc c'est déjà multiplié par 3. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Madame Debord, vous évoquiez les 300 000 personnes qui sont exposées en Guyane. Donc, puisque votre rôle est d'anticiper, on peut imaginer que la Guyane passant en stade 2, éventuellement un jour en stade 3, quand bien même ne passerait pas à ces stades, est-ce que vous êtes en mesure, vous, de planifier aujourd'hui une augmentation des lits, et notamment ces fameux lits de réanimation qui sont la dernière étape pour un patient? La question, c'est est-ce qu'ils seront tous malades en même temps? C'est ça, le nombre de lits, c'est le nombre de malades qu'on soigne en même temps. En phase 2, en phase 3, c'est possible. C'est pas ça, c'est que vous pouvez avoir une maladie X qui touche 300 000 personnes. Si elle met 300 ans à toucher 300 000 personnes, elle touche que 1000 personnes par an. Mais là, c'est 15 jours. Voilà, ils vont pas, même en France, même dans le monde, les gens ne sont pas tous malades en même temps. Parce que sinon, ça serait déjà réglé, la maladie, elle serait déjà derrière nous. Le problème, c'est qu'elle s'installe lentement et elle recule lentement. Le problème, c'est le pic, c'est-à-dire le moment où il y a le plus de monde en même temps hospitalisé. Les scénarios qui ont été par nos experts viennent à considérer comme probable le fait que nous ne dépassions pas 40 malades ayant besoin de réanimation en même temps. Ce n'est pas des prédictions, c'est des probabilités à ce stade et avec des gens qui sont spécialistes des épidémies, qui ont travaillé sur des scénarios. Pour autant, donc ce scénario-là, on sait faire. On y a travaillé pendant des semaines, les médecins, les infirmiers, les équipes ont travaillé là-dessus. Il y a un deuxième palier sur lequel je leur ai demandé de travailler. C'est un palier où on aurait 60-70 personnes. C'est un palier beaucoup moins probable, mais je veux que nous soyons quand même prêts. Donc, c'est le travail qui vient de démarrer dans les hôpitaux de réflexion de quoi nous aurions besoin si, par cas, nous avions un plus de malades que le palier numéro 1. Donc, nous travaillons sur plusieurs paliers. Le palier numéro 1 est sécurisé. Nous travaillons sur le palier numéro 2, mais qui n'arrivera pas d'un seul coup de toute façon. Là, pour le coup, on a vraiment plusieurs semaines de travail devant nous. Alors, on est quand même attentif à ce qui se passe ailleurs, notamment en métropole, et on voit bien ce que vous venez d'indiquer, qu'il est difficile d'avoir une étude prédictive, mais si vous avez envisagé des scénarios, est-ce que l'on peut considérer au rythme où le coronavirus se développe en Guyane, quelle courbe est-il susceptible de suivre dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent? Est-ce qu'on est sur une courbe à la française, à l'italienne, ou est-ce qu'on est complètement atypique, c'est-à-dire qu'en fait, manifestement, ça ne fonctionne pas de la même façon, enfin, le coronavirus ne se développe pas au même rythme? Il est probable que ça fonctionne différemment. On le voit sur d'autres virus, qui sont des virus différents, mais qui nous enseignent quand même des choses. Par exemple, la courbe de l'épidémie de grippe, puisque la Guyane est touchée par la grippe chaque année, elle est très différente de la courbe de métropole. Elle est plus plate et elle est plus longue. C'est-à-dire l'épidémie est plus longue en général qu'en métropole, mais moins haute, ce qui est
pas mal parce que ça permet du coup au système de santé guyanais de beaucoup mieux absorber les épidémies de grippe que ne le permet le système de santé de métropole quand il y a des grosses épidémies de grippe. On peut se dire que ce qui se passe sur la grippe pourrait se passer sur le coronavirus. C'est pas aberrant de l'imaginer, mais on ne peut pas en être sûr. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait 2 pics. Comme on le voit sur la grippe, il y a un pic de grippe chaque année qui vient de gens qui viennent de métropole avec la grippe. Ils viennent de métropole, ils sont grippés, et ils donnent la grippe à leurs voisins, à leurs amis. Et puis ensuite, on a une deuxième vague avec une grippe qui vient plutôt de l'hémisphère sud. C'est aussi pour ça qu'on a des épidémies plus longues, où là, c'est plutôt des arrivées de l'hémisphère sud, quand l'hémisphère sud passe en hiver austral. Comme on est à l'intersection des deux hémisphères, on peut avoir des systèmes de double courbe, mais moins haute. Alors, à ce propos, il y a une autre crainte ici, c'est le voisinage avec le Brésil, les frontières limitrophes, Brésil et Suriname. Comment surveillez-vous le développement du coronavirus au Brésil, et notamment, bien sûr, dans le nord-est? Est-ce que vous ne craignez pas, et au Suriname, bien entendu, et est-ce que c'est pour vous un facteur de crainte ou estimez-vous que la menace soit limitée? Nous faisons tous face à la même menace à peu près en même temps et nous avons tous intérêt à nous coordonner. Et d'ailleurs, les mesures prises par nos voisins sont des mesures qui sont fortes, voire très fortes, en termes de réduction, voire de suppression de vols entrants, par exemple. Nous avons plutôt à nous féliciter de mesures très fortes prises par nos voisins. Nous discutons aussi, bien sûr, et nous échangeons les données grâce à nos équipes de coopération habituelles et aux équipes diplomatiques. Donc, on a plutôt, vraiment, je me félicite de la bonne collaboration avec nos voisins. Alors, Luc, Luc, si je peux me permettre, parce qu'on a plusieurs questions là sur Internet, notamment une infirmière libérale qui, donc par rapport à tout à l'heure, vous indiquiez, Madame Debord, que vous aviez en stock 300 000 masques et que depuis lundi, vous aviez autorisé l'ouverture de ce stock, notamment aux infirmières libérales. On est aujourd'hui jeudi, et donc, par exemple, Guylaine Bad, à Montjoly, indique qu'elle ne peut toujours pas s'approvisionner. Comment vous expliquez ce décalage qu'il peut y avoir entre les instructions que vous avez données et puis la disponibilité des masques effectifs pour ces personnes? Alors, il y a quelques délais de calage d'un système d'approvisionnement par la mise en place d'un système d'abonnement. Donc sur Montjoly, par exemple, elle indiquait que sa pharmacie sur Montjoly ne pouvait pas l'approvisionner. J'ai souhaité que tous les professionnels libéraux de Guyane s'abonnent à une seule pharmacie. Ça a pris déjà 2 jours, c'est normal, c'est un petit peu long. Et ensuite, on fait les calculs, on transmet aux grossistes qui ensuite envoie des camions. Il ne peut pas envoyer 15 camions en même temps. S'il n'a que 2 camions, il faut qu'on lui laisse un tout petit peu le temps. On n'est pas à 1 heure près, là. On n'est pas dans une situation d'urgence absolue. On est encore en stade 1, je le rappelle, même si on est en train de passer... là, on va passer au stade 2 très prochainement. Mais on fait le travail, on tient au courant les URPS, c'est-à-dire les représentants des professionnels, et on s'est engagé à donner le planning de distribution exact. C'est simplement une mise en route. Ensuite, dès que le système sera installé, on pourra réapprovisionner très facilement. D'accord. Donc, c'est juste une question de mise en place du dispositif. C'est ça. Autre question, par rapport justement à ces 11 000 tests que vous avez, qui sont en stock, donc c'est l'information que vous donniez tout à l'heure. Pourquoi à ce stade 1, pour l'instant, puisque vous rappelez que nous sommes au stade 1, pourquoi ne peut-on pas faire pour le personnel de santé, et en précisant bien pour le personnel de santé, ces tests de façon préventive pour leur permettre de savoir s'ils peuvent travailler et dans de bonnes conditions. Alors j'ai bien compris que dans votre politique, il n'était pas question d'utiliser ces tests pour l'ensemble de la population et en particulier ceux qui sont asymptomatiques. En revanche, pour le personnel de santé qui est particulièrement exposé, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'utiliser une partie de ces 11 000 tests pour pouvoir les rassurer? C'est justement ce qui est dangereux, c'est de rassurer des personnes qui, en fait,
sont peut-être porteuses, mais dont le test va revenir négatif. Mon objectif, pardon de vous le dire comme ça, hein, mon objectif, c'est pas de rassurer des gens qui, en fait, sont en train de couver la maladie. Parce que c'est dangereux de rassurer des gens qui, en fait, Oui, mais couvriraient la maladie. enfin, un personnel de santé, quand même, il respecte les consignes. Qu'il soit malade ou pas, il a un certain nombre de consignes à respecter. Or, s'il sait qu'il est positif, par exemple, j'imagine qu'à ce moment-là, il sera amené à ne pas venir sur son lieu de travail. Le problème, c'est que c'est pas qu'on va trouver des positifs qui se croient négatifs, c'est qu'on va trouver des négatifs alors qu'ils sont positifs. Le problème, c'est ce qu'on appelle des faux négatifs. Si on a quelqu'un qui est symptomatique, on est sûr qu'il est contagieux. Et symptomatique, que ce soit de la grippe, de la gastroentérite ou de n'importe quoi, quand on est professionnel de santé, qu'on a une maladie comme ça, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter de travailler. Même avant même de savoir le diagnostic, un professionnel de santé qui tousse, qui a de la fièvre, qui a de la diarrhée, il ne doit pas travailler, ni pendant la période Covid, ni pendant une quelconque autre période. Et je ne vais pas dire que le diagnostic importe peu, mais ce qui compte, c'est d'abord de ne pas contaminer les gens. Si on me demande de tester, et d'ailleurs j'ai vraiment interrogé les experts là-dessus, hein, de tester des gens pour les rassurer, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, car vous allez rassurer des gens qui, en fait, sont contaminés. Et ils ne vont plus prendre les précautions qu'on demande à tout le monde de prendre. Donc, il ne faut pas utiliser ce genre de test. Par contre, bientôt, dans quelques semaines, nous aurons en France des tests sérologiques. Les tests sérologiques, c'est très différent. C'est un test qui regarde plus de sang. L'immunité. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle a été au contact du virus? Par exemple, moi, dans quelques semaines, peut-être j'aurai accès à un test sérologique, on me prendra un peu de sang, moi et tout le monde, hein, je ne serai pas en avance, c'est par rapport aux autres, et on me dira, ah, bah tiens, vous êtes immunisé contre la maladie, ça veut dire que vous l'avez attrapée, vous vous en êtes pas rendu compte, et du coup, peut-être que vous n'allez pas pouvoir la réavoir. Vous êtes immunisé, c'est comme si vous étiez un peu vacciné. Ça, c'est un truc intéressant parce que ça nous permettra d'envoyer notamment auprès des patients les plus fragiles, plutôt des personnes immunisées. Parce que les personnes immunisées, elles ne peuvent plus tomber malades et elles ne peuvent pas transmettre la maladie. Mais ces tests n'existent pas encore dans le monde. Alors, pour rester sur ce thème-là, Marc, pendant que la question me trotte dans l'esprit, vous m'indiquiez, Madame Debord, qu'il n'y avait aucune personne du monde médical qui aujourd'hui en Guyane ait contracté le coronavirus. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. Alors très bien. Alors combien, donc si vous ne l'avez pas dit, combien de personnes soignantes, hors médicales, paramédicales, combien ont contracté le coronavirus? Nous avons déclaré hier 4 personnes nouvellement positives, et dans ces personnes-là, il y a un professionnel de santé du Char, et 2 jours avant, on a aussi signalé qu'il y avait un autre professionnel de santé du Char qui avait été contaminé. À chaque fois, c'est a priori dans un cadre privé, mais ceci est suivi et annoncé sans aucune difficulté. Alors, donc vous avez réalisé le tracé. Enfin, excuse-moi Marc, mais donc, puisque ce sont des personnes de santé, ce qui est important de savoir, vous dites c'est le secteur privé, mais est-ce que comme vous avez aujourd'hui la traçabilité de ce cheminement, donc de ces personnes qui ont été contaminées? C'est le travail, il y a un double travail. Quand il y a un agent hospitalier contaminé, par exemple par la rougeole, mettons, pour ne pas parler de celle-ci, les procédures sont très fixées, hein, elles sont partout en France pareil. C'est l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'hôpital qui mène l'enquête sur tout le milieu professionnel. Donc, il voit par exemple, est-ce que l'infirmière qui a eu la rougeole, est-ce qu'elle va manger au self, où est-ce qu'elle va chercher ses blouses le matin, à qui elle fait la bise pour dire bonjour le matin, etc. Donc, toute l'enquête sur les collègues de travail, c'est l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'hôpital qui l'a fait. Et nous, ARS, on fait l'enquête sur la vie privée de la personne. Qui c'est son mari, est-ce qu'elle vit avec ses parents, est-ce qu'elle a été dans une fête chez des amis. Donc, on se partage l'enquête en deux. L'équipe opérationnelle d'hygiène fait l'enquête intra-hospitalière et nous, les épidémiologistes de l'ARS, font l'enquête de la vie privée. Et sociale.
Autre chose, vous avez indiqué qu'on passerait bientôt au stade 2. Quels sont les critères qui vous amènent à le dire? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'on resterait au stade 1 puisque les cas sont relativement faibles, peu nombreux. Le stade, le numéro du stade, c'est un niveau épidémiologique. C'est-à-dire qu'il y a le 1, le 2, le 3 et il y a le 4. Parce que je le dis tout de suite, le stade 4, c'est le stade où la courbe redescend. Hein, donc, ce n'est pas un stade plus grave que le 3, hein, c'est des moments en fait dans l'épidémie. Hein, donc, ce n'est pas une histoire de gravité, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on est en train de faire de façon privilégiée. Et donc, ce sont des critères plutôt épidémiologiques. En stade 1, on est capable de retracer de façon extrêmement précise les histoires de chaque contamination. Dans le stade 2, c'est un peu plus difficile. On commence à avoir des cas qui apparaissent dont on a du mal à repérer exactement qui a été le contaminant. Hein, le virus, finalement, c'est... Le patient 0, c'est ça? Oui, dans le stade 1, on a tous les patients 0. Hein, on sait que Madame X, elle est contaminée, mais c'est parce qu'elle vit avec Monsieur Y, par exemple. On est capable de faire toute la généalogie de chaque cas. Ça, c'est le stade 1. En stade 2, on commence à avoir des gens dont on se dit, tiens, c'est bizarre, Madame Z, elle connaît ni Madame X, ni Monsieur Y. C'est bizarre. Et c'est plus compliqué, du coup, de trouver. Et c'est bien le cas, c'est ce qu'on voit depuis 2 jours. Effectivement, sur le communiqué d'hier que vous avez envoyé, vous avez indiqué qu'il y a 55 personnes positives. Seulement, il y a 37 personnes qui sont des personnes qui sont importées, 14 personnes qui sont des personnes secondaires. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a 4 personnes qui sont des personnes qui ont été contaminées de façon indirecte. En cours d'investigation, c'est-à-dire on est en train de faire l'enquête, on n'a pas une contamination, une origine flagrante, ce qui veut dire que le virus est passé par un endroit qu'on a du mal à comprendre. C'est normal, hein, c'est comme ça qu'évoluent les épidémies. Et donc, on fait ce qu'on appelle un contact tracing, très, très, très fort et très, très précis en stade 1. En stade 2, on voit que certaines infections, certaines origines infectieuses commencent à nous échapper. On court quand même après le virus et après chaque personne contaminée. Mais on a un développement de ce qu'on appelle des petits clusters. Au départ, c'est des clusters familiaux. Là, nous avons des stades qui peuvent durer un peu plus longtemps que ce qu'on a en métropole grâce au confinement. C'est-à-dire que le confinement, nous, on en a vraiment déjà les avantages, les bénéfices. On voit les bénéfices du confinement en Guyane. Il est très probable que si on n'avait pas mis en place le confinement en Guyane, on aurait déjà beaucoup plus de patients en réanimation et des patients hospitalisés. On a déjà sauvé des vies depuis les 15 jours de confinement en Guyane, parce qu'en plus, il est arrivé très tôt, beaucoup plus tôt que le confinement, par exemple, qui est arrivé en Grand Est, au moment où le virus avait déjà circulé très, très fortement. Alors, cela dit, l'une des conditions de la résolution du problème lié au coronavirus, ce serait que la totalité de la population ait été touchée, hein, ce qui pose aujourd'hui d'énormes problèmes, enfin, ces fameuses immunités collectives. Est-ce qu'on peut... On estime qu'il faudrait entre 50 et 60% d'une population donnée pour que ça fasse immunité collective. Donc, la question est-ce que si on n'atteint pas ce degré, imaginons qu'on reste à un degré marginal en Guyane, est-ce qu'on pourra considérer que le coronavirus, finalement, est hors de portée et qu'on est relativement exempt ou à l'abri? On ne sera pas exempt définitivement, parce qu'à un moment donné, il y a toujours des liaisons quand même minimales et des possibilités de réimportation. On le voit par exemple sur l'histoire des épidémies. La maladie, la grippe espagnole, qui est très connue, hein, qui est juste après la Première Guerre mondiale, c'est une grippe mondiale, mais qui a fait l'objet de 3 vagues dans le monde. C'est-à-dire que ça descendait et c'était réimporté. Donc selon les pays, c'était des vagues un peu différentes, mais c'est assez connu que quand on confine, on protège, mais du coup, dès qu'on commence à déconfiner, il peut y avoir des reprises de transmission avec des nouvelles vagues. L'espoir que nous avons, c'est les médicaments, parce qu'on peut trouver des médicaments qui réduisent la contagiosité, par exemple, qui réduisent les formes graves, ça on espère, hein, parce que si tout le monde est malade, mais tout le monde a un petit rhume, c'est pas très méchant. Bon, donc si on avait des médicaments qui évitaient les formes graves, on ne prendrait vraiment pas les choses de la même façon.
Si on avait des médicaments qui limitaient la contagiosité, ou qui limitaient le nombre de jours pendant lesquels on est contagieux, par exemple, ça aussi, ça serait super. Ça nous permettrait vraiment d'éviter les vagues ultérieures. Et puis, bien sûr, on cherche un vaccin. Alors, un vaccin, c'est plus long à fabriquer, mais un vaccin, c'est la fabrication d'une immunité artificielle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tomber malade pour pouvoir être immunisé. C'est tout l'intérêt des vaccins. Alors, il y a une question qui nous occupe l'esprit, c'est de savoir que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, que l'Institut Pasteur en Guyane est en pointe, au point qu'on a même voulu faire une université de recherche, on sait, sur la parasitologie, etc. Avez-vous des informations qui vous disent que ces centres-là, qui est à la pointe de la recherche, qui a déjà travaillé sur, on dit, les molécules pour combattre le paludisme, notamment, et un certain nombre d'autres virus. Est-ce qu'il vous a donné, avez-vous des indications qui vous disent qu'on pourrait être à la veille de trouver quelque chose dans les semaines qui viennent, dire dans les tout prochains jours éventuellement? Alors, l'Institut Pasteur de Guyane n'est pas en phase de recherche sur des médicaments. Il y a différents types de recherche. Ils font de la recherche fondamentale, c'est ça. Sur la transmission. Ils font des recherches sur comment fonctionne ce virus et comment il se transmet. Et c'est des recherches qui sont très importantes parce que du coup, ça permet aussi d'ajuster des mesures de gestion puis d'améliorer les stratégies de recherche de médicaments. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus touchées que d'autres? Pourquoi est-ce que certains arrivent à contaminer un grand nombre de personnes alors que d'autres non? Donc, il y a des recherches qui sont faites, mais des différents types de recherches. Et l'Institut Pasteur de Guyane ne fait pas actuellement de recherche sur les médicaments. D'accord. Mais donc, c'est très utile quand même. D'accord. Donc, sa contribution ne sera pas décisive dans la recherche des molécules destinées à... oui, quand même. Parce que si on combat parce qu'on fait souvent le rapport entre la chloroquine, par exemple, qui est une de ces molécules pour diminuer la charge virale. En Guyane, on utilise la méfloquine, enfin un certain nombre de molécules un peu apparentées. Donc, on se surprend à penser que oui, ça serait possible en Guyane, à partir des recherches qui ont été faites, du patrimoine scientifique, de faire accélérer la recherche. De façon générale, la recherche, c'est vraiment pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la recherche sur le comportement d'un virus. Tant qu'on ne comprend pas le comportement d'un virus, vous pouvez chercher des molécules dans tous les sens, vous n'allez pas être très efficace. Donc, toutes les personnes qui font de recherche sur le comportement d'un virus, sur les effets du confinement, par exemple, sur les effets des gestes barrières, quels sont les gestes barrières qui sont plus efficaces que d'autres? Parce qu'aujourd'hui, on dit, lavez-vous les mains, restez à 2 mètres, etc. Mais en fait, on ne sait pas encore très bien quelles sont les mesures vraiment décisives. Et bien, en fait, toutes ces recherches-là, elles sont vraiment très, très utiles et elles sauvent des vies, tout autant, si ce n'est plus, que certaines recherches sur les médicaments, en tout cas avant qu'on trouve des médicaments. Donc c'est vraiment fondamental et je veux rendre hommage à toutes les personnes qui font de la recherche dans leur domaine. Il y a aussi des gens qui font de la recherche sur les matériels qui sont plus ou moins efficaces sur la transmission. Des gens qui ont fait des recherches sur les masques en tissu, par exemple, nous ont apporté des innovations essentielles puisqu'ils ont remarqué que les masques en tissu pouvaient être finalement plus utiles qu'on ne le pensait parce qu'ils ont fait des recherches là-dessus. Donc, tout est important. Toutes les recherches sont importantes. Madame on a vu sur les réseaux sociaux récemment... Oui, excuse-moi Luc. Madame Debord, donc on a lancé une initiative il y a 2 jours de vraiment inviter toutes les personnes qui ont la possibilité, les néofabricants ou les privés, de pouvoir fabriquer leurs masques barrières ou masques alternatifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser la fabrication de ce type de masque en Guyane pour faire en sorte que nous puissions au maximum limiter cette propagation du virus et en particulier que ceux qui ne sont pas des professionnels de santé, donc qui ne peuvent pas avoir accès à ces 300 000 masques, qu'ils puissent quand même se protéger un minimum. On m'a offert un magnifique masque en tissu, cousu main par une super couturière de Guyane. Alors, c'est un prototype, je suis très très contente. Il m'en faudra plusieurs parce que moi aussi je mettrai des masques en tissu le moment venu. Un masque en tissu, c'est comme du petit linge. On le met pas 3 jours de suite. On doit le laver comme si c'était une culotte ou un slip. Et il en faut plusieurs parce qu'a priori ça tient à peu près 4 ou 5 heures.
et on va donner des informations aussi sur comment on entretient son masque en tissu, parce que, par exemple, on peut le laver tout simplement, mais ensuite on le met 1-2 minutes au micro-ondes, parce que le micro-ondes, une fois que le masque il est lavé, ça tue vraiment les bactéries et les virus. Donc, on va donner plein d'informations aux gens dans les prochains jours. Moi, j'incite vraiment les personnes à se doter de masques en tissu. Nous avons diffusé, sur les sites du gouvernement, il y a tout ce qu'il faut sur comment on doit faire un masque en tissu pour qu'il soit efficace. Ce n'est pas n'importe quel tissu, il faut que ce soit un tissu quand même très épais. Là, vous ne voyez pas. Notamment les spécifiques LAFNOR, ça par exemple, il respecte les spécificités de l'AFNOR. C'est ça, il y a plusieurs couches de tissu. Il y a un tissu plutôt coton qui est confortable et puis il y a un tissu plus imperméable, entre guillemets. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fabrication. Il faut vraiment s'appuyer sur les recommandations de l'AFNOR et ensuite entretenir ces masques et puis faire des masques colorés. On peut aussi, on a plein de gens qui savent faire des choses formidables en Guyane. Donc, je recommande. Évidemment, ces masques ne doivent pas être utilisés pour les professionnels de santé qui sont au contact des gens malades. Hein. Donc, c'est pour toutes les autres personnes. C'est pour moi, par exemple, pour ne pas contaminer mon entourage, eh bien, je vais pouvoir me doter de plusieurs masques en tissu. Là, j'en ai qu'un pour le moment, de plusieurs masques en tissu pour pouvoir les mettre pendant la période de l'épidémie. Même de bord, j'ai vu sur les réseaux sociaux hier que l'ARS avait fait un appel aux volontaires des professions médicales ou paramédicales. Enfin, vous avez précisé. Est-ce que c'était un poisson d'avril, puisque apparemment vous disposez de personnel? Pas du tout. D'ailleurs, on va le refaire. On a fait un appel à enregistrement dans un fichier pour qu'on puisse très facilement trouver les volontaires le moment venu. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de volontaires, mais on se prépare au fait que peut-être à un moment donné, on aura besoin d'infirmiers, d'aides-soignants supplémentaires. Il y en a qui sont par exemple à la retraite et qui sont en Guyane et qui nous demandent comment ils peuvent aider. Eh bien, on leur dit, pour nous aider, pour le moment, enregistrez-vous pour que si on a besoin, on puisse vous appeler facilement. Et à ce moment-là, vous nous direz si vous êtes toujours d'accord ou pas. On vous expliquera un peu quelle est la mission à ce moment-là, hein, parce que c'est aux urgences, en réanimation ou dans un EHPAD, que tout le monde ne sait pas tout faire, tout le monde n'a pas envie de tout faire. Donc, on donnera au fur et à mesure toutes les informations, comment on est rémunéré aussi, comment on est protégé soi-même au plan juridique, financier, tout ça. Mais pour le moment, la priorité, c'est d'essayer déjà de rassembler les données dans un seul fichier, qui est un fichier sécurisé et qui est accessible par l'ARS uniquement. Vous venez d'évoquer les EHPAD. Oui, Marc? Oui, non, juste... Vas-y, Luc. Allez, oui, vous venez d'évoquer les EHPAD. Vous savez qu'en France, c'est vraiment un des points névralgiques et on craint une hécatombe qui malheureusement se confirme aujourd'hui. Est-ce qu'en Guyane, les EHPAD sont aussi exposés? Font-ils l'objet de mesures de précaution particulières? Et quel est le dispositif aujourd'hui? Nous avons 4 EHPAD en Guyane. Hein. On a beaucoup de personnes âgées qui sont plutôt à domicile. Les EHPAD sont, les personnes qui sont hébergées dans les EHPAD sont exposées, sont à risque, puisque, on l'a dit, les formes graves sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes âgées fragiles que chez les personnes jeunes. Donc, clairement, ce sont les personnes âgées et fragiles qui doivent être au cœur de nos priorités. C'est la raison pour laquelle, à contre-cœur, parce qu'on sait que les personnes âgées ont vraiment besoin de contact et d'entretenir des liens avec les familles, nous avons dû limiter puis interdire les visites et également dans certains EHPAD prendre des mesures de confinement en chambre. C'est une mesure qui est décidée par chaque directeur en fonction de la situation de chaque résident. Ma question, Luc, tout à l'heure, c'était sur RMC, un peu plus tôt dans la matinée, nos confrères d'RMC indiquaient que, sur RDI, nos confrères d'RMC indiquaient que le navire Mixmude partait sans doute demain et donc serait dans notre zone d'ici 13 jours. Qu'est-ce que vous attendez de ce bateau? Est-ce que vous attendez du matériel? Est-ce que vous attendez des choses particulières? Qu'est-ce que vous en attendez? Le Dixmude, il est annoncé pour arriver plus tôt dans les eaux antillaises, effectivement, mi-avril. Il y aura du matériel pour la Guyane, pas que pour les professionnels de santé. D'ailleurs, il y aura des matériels pour les forces de l'ordre en termes de solutions hydroalcooliques, par exemple.
Et c'est surtout, on en attend tous collectivement ici un appui logistique, c'est-à-dire les hélicoptères, les possibilités de déplacer le moment venu des matériels, des personnels. Si on a ce soutien logistique, on va pouvoir être beaucoup plus efficace le moment venu. J'aimerais revenir sur un cas de crise plus importante, hier au 70 lits. Si on fait un calcul sommaire, 70 lits, c'est grosso modo près de 500 personnes spécialisées, personnel médical autour. Est-ce que dans les semaines qui viennent, vous pensez que la Guyane pourrait répondre éventuellement à un afflux, à une demande de cette nature? C'est précisément la commande que j'ai passée aux équipes et je leur ai dit, vous avez travaillé et très bien travaillé sur un scénario à 40, premier palier. Je vous demande maintenant de travailler et de me dire ce dont vous auriez besoin pour un scénario à 60-70. C'est ce travail-là que les équipes sont en train de faire. Je leur mets des challenges, si vous voulez, pour qu'on soit vraiment prêt à toutes les situations. Évidemment, on ne sera pas capable d'absorber 70 patients avec nos seuls moyens. Je leur demande de me décrire de quels moyens ils auraient besoin si nous avions besoin d'hospitaliser 60-70 personnes en réanimation. Je sais que ce n'est pas la place qui va manquer, parce que des places d'hospitalisation, on peut vraiment en avoir beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup déprogrammés, qu'on a de la place libre. C'est plutôt les matériels et les personnels qui manqueraient, et je leur demande de chiffrer cela pour que je puisse préparer une demande auprès du ministère, l'annoncer à l'avance comme étant le scénario défini, et puis pour voir si c'est réaliste ou pas. On peut aussi avoir dans ces scénarios, c'est très, très certain même d'ailleurs, plutôt des évacuations sanitaires. On voit dans l'Hexagone des évacuations massives. Il y a plus de 200 patients qui ont été évacués d'une région à une autre, par avion, par hélicoptère, par bateau, par TGV médicalisé. Il y a des TGV qui envoient plusieurs patients de l'Est vers la Bretagne. Bon, chez nous, les TGV, ça ne va pas marcher, mais on devra avoir dans notre stratégie des stratégies aussi de cela. On va dire, par exemple, au bout de X patients hospitalisés, on demande le transfert vers la métropole de certains patients, ou au contraire, ou en même temps, l'arrivée de professionnels de métropole. Vous avez vu qu'en métropole, ils font les deux mouvements en même temps. À propos de mouvement, je note celui de l'UGTG en Guadeloupe qui a amené le tribunal administratif de Guadeloupe d'intimer l'ordre à l'État de faire venir des masques et des matériels en Guadeloupe, des matériels qui sont bien entendu un nombre insuffisant. Y a-t-il une démarche analogue en Guyane, ou est-ce que vous êtes dans un rapport plutôt coopératif avec les organisations syndicales? Il y a eu un référé de même nature en Martinique qui a été perdu, je ne sais pas si on dit comme ça. En tout cas, le tribunal n'a pas donné suite. Il a été rejeté, oui. Voilà, rejeté, pardon, je cherchais le terme. Le même référé a été, un référé qui ressemble, a été déposé hier en Guyane. Voilà, donc nous sommes en train de préparer les éléments de réponse. D'accord. Donc nous attendons. Oui, vas-y. Oui, une remarque sur Internet également. Une personne semble indiquer qu'il n'y aurait pas assez de respirateurs par rapport à cette augmentation que vous envisagiez. Est-ce que, par exemple, sur le bateau, sur le Mixmude, vous avez des respirateurs qui arriveraient? Ou est-ce que vous avez prévu des livraisons de respirateurs? Il y a 81 respirateurs en Guyane. Ils ne sont pas tous adaptés à la réanimation, mais beaucoup d'entre eux le sont, notamment des respirateurs qui ont été récemment remplacés par des nouveaux modèles, mais qui sont encore opérationnels. Parce que le char, notamment, a eu la bonne idée de ne pas détruire ces matériels. Il les a fait bien réviser et ces respirateurs sont tout à fait opérationnels. Donc, contrairement à ce que je dis ici ou là, nous avons suffisamment de respirateurs pour, comme je l'ai dit, le palier à 40. Comme je dis, on a travaillé d'abord sur le palier à 40. Si on devait hospitaliser davantage de monde, alors il nous faudrait très probablement des respirateurs supplémentaires. Les équipes sont en train de calculer cela, parce que les doctrines d'utilisation des respirateurs évoluent aussi beaucoup. Et dans ce cas-là, nous pourrions bénéficier de l'appui du niveau national, qui mettrait des respirateurs dans des avions qui arriveraient. On ne va pas mettre des respirateurs sur un bateau pendant 10 jours, alors que l'Est de la France a besoin de respirateurs. Donc tous les respirateurs qui sont en cours de commande au niveau national
et qui ne sont pas orientés vers les hôpitaux les plus touchés. Par exemple, Bordeaux, Brest sont des hôpitaux qui sont très peu touchés parce qu'heureusement, il y a très peu de patients en réanimation. Donc, si Bordeaux a commandé des respirateurs, eh bien, ces respirateurs, pendant la crise la plus aiguë dans le Grand Est, n'arrivent pas au CHU de Bordeaux, mais vont à Mulhouse. Donc, il y a une gestion nationale, une solidarité nationale entre les régions pour que les régions qui ont besoin de renforts en respirateurs ne s'appuient pas juste sur leurs commandes à elles, mais bénéficient des commandes des petits copains qui ne sont pas encore touchés. Donc, pareil, si la Guyane a besoin. Dernière question, Luc, Oui. qui vient sur Internet. C'est au niveau de la décontamination. Est-ce que dans votre politique de gestion donc de la santé publique, est-ce que vous anticipez avec vos experts la possibilité de faire des décontaminations, notamment, la personne dit, notamment par rapport aux communes isolées? Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées si jamais le virus devait être amené à se propager, si on devait passer au stade 2 ou au stade 3? Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? La décontamination des rues, peut-être, si c'est des rues, tout à fait. C'est ça. Ça n'est pas conseillé. Ça peut mettre en grande difficulté les stations d'épuration parce que ça tue les bactéries, les gentilles bactéries qui sont utilisées dans les stations d'épuration. Donc, ça n'est pas recommandé pour le moment. Les effets indésirables sont supérieurs aux bénéfices. D'accord. Et dernière question, Luc. Et après, je te laisse finir. Oui, non, c'est quelque chose qui me revient par rapport à des images que j'ai vues hier, où des gendarmes intervenaient à la prison par rapport à la mutinerie qu'il y a eu à la prison, et ils intervenaient sans masque. Donc là aussi, par rapport au stock que vous avez aujourd'hui de 300 000 masques, est-ce que les professionnels de la sécurité publique ne devraient pas être dotés de masques pour permettre de travailler là aussi dans des conditions de sécurité pour eux et pour les autres? Les professionnels de la sécurité publique sont typiquement les professionnels qui sont concernés par la doctrine masque en tissu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on s'active énormément pour pouvoir doter tous ces professionnels de masques en tissu. Parce que les masques chirurgicaux doivent vraiment être réservés pour les professionnels de santé. La tension mondiale sur les stocks, parce que tout le monde veut en acheter en même temps, puisque c'est une épidémie mondiale, fait que même en augmentant massivement la production, c'est le cas, il ne faut pas surutiliser des masques qui doivent être vraiment disponibles pour les professionnels de santé. Allez, Luc, une dernière. La chloroquine, non, parce qu'il y a des questions qui arrivent aussi. La chloroquine est-elle utilisée sur Cayenne et sur Saint-Laurent? Est-ce qu'elle est utilisée ou pas du tout? Quel est l'état de la situation en Guyane? La chloroquine est disponible en Guyane et elle sera utilisée dès lors qu'on aura des patients qui le justifient. Les textes sont très clairs. Il faut que le patient soit mis sous oxygénothérapie. Donc, il ne faut pas que ce soit un patient qui ait une forme légère. Il faut que la chloroquine ne peut être distribuée qu'à des gens qui ont des formes déjà sévères pour lesquelles les risques de la chloroquine seraient inférieurs aux risques du Covid. Parce que la chloroquine présente des risques. Il y a eu des intoxications et des décès par chloroquine, parce que des gens en ont trouvé et l'ont utilisé n'importe comment. C'est un médicament qui a des effets indésirables qui peuvent être graves, donc il ne faut pas utiliser ce médicament à la légère. C'est utilisé en milieu hospitalier par des médecins dont c'est le métier. Et oui, bien sûr, ils l'utiliseront. La question, c'est la question de savoir comment le coronavirus quelles ont été ses incidences, notamment sur le fonctionnement du système hospitalier. A-t-on déprogrammé des opérations, des interventions chirurgicales, ou au fond, est-ce que l'incidence du coronavirus n'est qu'à la marge sur l'organisation générale du système hospitalier en Guyane? Nous avons déprogrammé avant l'arrivée du coronavirus pour que, quand le coronavirus arrive, les hôpitaux soient vraiment à un niveau très bas d'activité pour pouvoir faire un saut avec beaucoup plus de rebond, beaucoup plus d'énergie que s'ils étaient déjà à plein régime, si je puis me permettre. Donc, j'ai donné l'ordre de déprogrammer toutes les activités déprogrammables dans le secteur public comme dans le secteur privé, ce qui fait qu'on a des personnels qui sont disponibles, notamment pour se former aux techniques d'habillage et de déshabillage, qui sont des techniques à risque quand on ne le fait pas correctement. Donc, tous les jours, par exemple, au centre hospitalier de Cayenne, il y a des formations de recyclage
sur les techniques d'habillage, déshabillage, pour tous les professionnels qui ne sont pas occupés par ailleurs. Alors, à quel niveau le secteur privé, je parle aussi bien des cliniques que des médecins libéraux, serait-il sollicité en cas de phase 2 ou éventuellement de la phase 3? Les libéraux sont déjà très mobilisés puisque les libéraux nous aident notamment sur les prélèvements biologiques à domicile et des infirmières également qu'on a formées. À terme, ils prendront en charge, ils suivront notamment par téléconsultation des personnes qui ont soit le Covid, soit autre chose, mais des maladies pas trop graves et qui restent à domicile. Nous allons lancer bientôt, la semaine prochaine, une grande démarche pour favoriser la téléconsultation. Et puis le secteur privé, hospitalier privé, il est très utile aussi et il a déprogrammé parce qu'il va servir de, entre guillemets, délestage, c'est-à-dire il va soutenir, je pense au groupe Guyane Santé, il va soutenir le centre hospitalier de Cayenne pour lui prendre tous les patients qui ne sont pas Covid pour que Cayenne, le centre hospitalier de Cayenne puisse mieux respirer, si vous voulez, et ait davantage de place. Donc la stratégie entre les établissements, elle a été bien discutée avec eux. Et le groupe Guyane Santé, la clinique ex-Véronique qui s'appelle Saint-Gabriel, elle joue vraiment dans le dispositif un rôle de soutien du centre hospitalier de Cayenne. Bien, merci Mme Clara Debord. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Agence régionale de santé en Guyane. Oui, Marc, tu voulais dire quelque chose? Oui, si j'ai deux petites dernières questions avant de laisser Mme Debord qui a très gentiment répondu à l'ensemble de nos questions. Une personne visiblement, voilà, une personne qui est visiblement infirmière qui demande combien de personnes pourraient être emmenées en avion si jamais il devait y avoir des évacuations des Evassan. Tout à l'heure, vous parliez d'Evassan. Combien de personnes pourrait-on mettre à bord d'un avion pour des Evassan? Et est-ce que c'est possible d'ailleurs d'emmener dans un vol de 8 heures des personnes qui seraient atteintes en Evassan comme cela? C'est possible? Tout à fait. Tout à fait. On fait des Evassan toute l'année. D'habitude, on les fait avec commerciaux, mais on peut le faire avec des vols affrétés. Évidemment, ça dépend de la taille de l'avion. Donc, selon le nombre de personnes qu'on a à déplacer, on prend un plus petit ou un plus gros avion. En métropole, ils ont utilisé des TGV pour pouvoir déplacer beaucoup de monde d'un coup. Et puis, dernière question, il y avait une rumeur ce matin qu'un médecin du service des urgences aurait été touché. C'est faux. Vous confirmez que c'est faux, c'est une fausse information? Tout à fait. Très bien. C'était précisé tout à l'heure, Marc. Oui, non, mais je voulais que ça soit bien précisé, puisque Mme Debord avait fait allusion à cela, et je voulais que ça soit clairement dit, et vous l'avez confirmé. Merci Mme Debord. C'est faux. Il faut suivre les comptes officiels. Les autres comptes, ils racontent pas toujours des choses. D'accord. Donc à la date d'aujourd'hui, on a bien 56 personnes positives. C'est ça. C'est le dernier des comptes. Dont la plupart, dont une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus, sont déjà guéris. Ils ont été comptés comme positifs. Tout à fait. Voilà. Merci Luc, je te laisse conclure. Oui, écoutez, merci Madame Debord, merci d'avoir participé à cet entretien. J'espère que nous vous aurons à nouveau en ligne lorsque l'occasion se présentera, peut-être en phase 2 ou en phase 3, et pourquoi pas en phase 4. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne journée à tous nos auditeurs. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.